vous étiez ce jour aux affaires, que feriez-vous? Donc c'était ça l'objectif second, c'est comment mobiliser des ressources. Donc il fallait préparer cette stratégie pour pouvoir mobiliser ces ressources-là, pour pouvoir financer le développement. On ne peut pas continuer à compter sur les institutions de développement pour nous donner de l'argent. On ne peut pas compter sur le marché financier domestique qui coûte cher pour financer notre développement. Il faut aller chercher l'argent là où il est. Ouais. Et croyez-moi, il y en a. Il y en a plein. Il y en a plein. En 5 mois, 17 jours, vous aviez une vision de la coopération. Qu'est-ce que vous avez réussi à ce niveau-là, concrètement? Donc, première chose, je dirais, c'était de mettre en place cette politique de la coopération avec ses stratégies. On avait la stratégie de mobilisation des ressources. Et puis, il y a l'intégration africaine. On n'a pas non plus de stratégie là-bas. La coopération sud-sud triangulaire, on n'en a pas. Et croyez-moi, il y a des pays qui bénéficient énormément de la coopération triangulaire et sud-sud. On ne le fait pas. On ne compte que sur le système des Nations Unies ou les pays bilatéraux. On ne regarde pas ce qui est adjacent, ce qui est à côté. Donc, j'avais bâti ce squelette et qui allait me permettre maintenant, après l'approbation de la politique, de dérouler. Deuxièmement, l'audit du personnel du ministère m'avait donné une vision globale, un état des lieux. Je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes diplômés de grandes universités américaines, européennes, qui étaient au ministère, qui ne venaient qu'à la fin du mois pour signer, pour percevoir un salaire d'1 million. Là, c'est quoi, 100 €? Ils gagnaient comme moi, par mois. Et je me suis rendu compte que réellement, la fonction économique du ministère de la Coopération n'était vraiment pas maintenue. Qu'est-ce que j'avais décidé? C'est que mes anciens amis, mes collègues étaient prêts à financer une étude pour faire le diagnostic du personnel du ministère, identifier les profils. Et ce que j'avais décidé, c'est de récupérer 60 jeunes dans ce groupe-là que j'allais former. J'allais les prendre hors du ministère pendant 1 an. Et j'avais déjà trouvé le financement à l'extérieur. Ils allaient être formés et je voulais préparer la diplomatie économique du pays pour les 20-30 prochaines années. Malheureusement, tout ça... Évidemment, le 5 septembre est venu. Voilà, donc ce qui fait qu'on n'a pas pu dérouler tout ça. Et qu'est-ce qui vous tenait à cœur et que vous n'avez pas? Est-ce qu'il y a un projet particulier auquel vous tenez forcément et que vous n'avez pas pu réaliser? Est-ce que vous nourrissez des regrets? Non, je ne regrette pas parce que j'étais venu pour une mission. La mission s'est arrêtée sans qu'on ne fasse une évaluation. Mais moi, je sais que tout ce que, si on peut parler de regret, c'est que je n'ai pas atteint l'objectif que je voulais. Par exemple, quand il y a eu le changement, on a mis le ministère de la Coopération avec les Affaires étrangères. Ça ne m'a pas plu, mais je ne peux pas dire. Parce qu'on était en train de ramener cette fonction-là à une toute petite expression. Ce n'était pas normal. Le ministère de la Coopération, moi j'allais en faire ministère de la Coopération et des investissements. Parce que n'oubliez pas qu'il y a 4 branches du gouvernement qui financent le développement. Il y a le ministère du Plan qui prépare le plan. Il y a le ministère de la Coopération qui va chercher l'argent à l'extérieur. Il y a le budget qui mobilise les ressources domestiques. Et il y a les finances qui dépensent. Et même en venant aux finances, aujourd'hui, je crois que le programme d'investissement public est logé au ministère des Finances. Laissez-moi vous dire, c'est une anomalie. Vous avez un programme ici. Vous avez le plan, le ministère du Plan qui fait son planning et qui identifie tous les programmes qui doivent être faits. On lui reprend ça, on donne au ministère des Finances pour identifier les projets. Donc le ministère du Plan n'est plus dans le circuit. Et puis c'est le ministère des Finances après qui alloue l'argent. C'est à la fois être jugé parti. Le programme d'investissement public doit rester avec son concepteur, qui est le ministère du Plan. C'est le garant. C'est le garant. Quand vous prenez ça, vous mettez avec n'importe quel autre ministère, vous avez tout dévoyé.
il faut que le programme d'investissement revienne au ministère du Plan. Okay? Donc, c'est tout cet ensemble-là que je ne regrette pas. Je crois qu'il y a beaucoup de belles choses qui étaient en train d'être faites, qui ont continué. Mais moi, comme je le dis, j'avais une mission. Ma mission s'est brusquement arrêtée. Mais quand je regarde ce que j'ai pu réaliser en 6 mois, sans un rotin, je n'avais pas un sou. Ah bon? Comment vous faisiez pour fonctionner? J'appelais mes amis qui étaient tous prêts à m'aider. Donc, en 6 mois, vous voulez dire que vous n'aviez reçu aucun franc? 0 franc. Mais le département continue à fonctionner? Continue à fonctionner. Et c'est peut-être trop dire que moi, même l'hébergement du site du ministère, c'est moi qui payais. De votre propre poche? Bien sûr. Vous étiez payé à combien? Ici? En tant que ministre? J'avais 10 500 000 francs guinéens. À la banque? Le budget du département coûtait combien? Non, mon salaire. Non, oui, ça c'est votre salaire, 10 millions. Ici? Ah, évidemment. Vous voulez dire la coopération? La coopération. Non, je ne sais pas. Le budget global. Je ne sais pas, j'ai trouvé 0 franc. Et la banque à laquelle vous avez quitté pour venir en Guinée, vous étiez payé à combien? 30 fois plus. Donc vous avez 30 fois plus d'argent à la banque islamique. À la banque d'où je viens, je suis venu pour aider mon pays. 30 fois plus de 10 millions, ça fait combien? Je ne sais pas. Donc les téléspectateurs vont faire le calcul. Ça, c'était mon salaire mensuel. Je gagnais 30 fois plus. Alors, vous avez vécu le 5 septembre 2021, un coup d'État qui a mis fin justement à votre gouvernement, comment on appelle, au régime d'Alpha Condé. Et comment vous avez vécu cette situation, ce jour? Écoutez, je n'étais pas ici. J'étais en Ouzbékistan, à Tashkent. J'étais aux assemblées annuelles de la Banque islamique de développement avec la ministre du Plan, qui était gouverneur de la banque, et moi j'étais le vice-gouverneur. On était là-bas lorsqu'il y a eu le coup d'État. Et beaucoup de personnes nous ont dit « Ah, ne venez pas, ne rentrez pas ». J'ai dit non. Moi j'étais en mission de l'État. Je retourne et je rencontre. Donc il y a eu les vols. En fait, c'est le lendemain qu'on devait quitter Tashkent pour venir. On arrivait à Istanbul. L'aéroport était fermé. Donc, on a pris un autre vol pour Dakar. Et quand l'aéroport a été ouvert, on est rentré, Mamakani et moi. On a fait notre rapport de retour de mission qu'on a déposé à qui de droit. C'est quelqu'un qui vous a appelé ou c'est à la télé, vous avez appris? Comment vous avez appris la nouvelle? Non, c'est quelqu'un. En fait, c'est une cousine qui m'a appelé pour me dire « Ah, ils ont appris ceci, ils ont appris cela ». Et surtout, et c'est bizarre, hein, parce qu'on avait fini des assemblées. Moi, j'étais en montagne. Avec Mamakane, on nous a invités pour aller... Ils voulaient qu'on aille, parce que l'Ouzbékistan, c'est un beau pays. Je vous conseille d'aller le visiter. Moi, j'ai été plusieurs fois. Il y a même Bukhari, l'imam Bukhari qui est enterré là-bas. À Samarkand, ils ont voulu qu'on aille à Samarkand. J'ai dit non, moi, j'ai été là-bas 2 ou 3 fois, donc je ne voulais plus partir. Bon, ils disent, bon, on va regarder les alentours. Où est-ce que vous pouvez aller? On a été en montagne, c'est un resort ski, pour faire du ski, mais comme c'était en été, il n'y avait pas de neige, mais il y a les restaurants, les enfants viennent jouer, ainsi de suite. Donc quelqu'un m'a appelé, mais j'avais mon téléphone que j'avais de Jeddah, parce que mon téléphone ici ne marchait pas là-bas. En Ouzbékistan, c'est bloqué. Et pour avoir accès à Internet au restaurant là-bas, il fallait avoir un téléphone local. Mais il m'a appelé, j'ai décroché, il m'a dit « Ah, il a appris qu'il y a des trucs qui se passent, des coups de fusil, ainsi de suite. » Je dis « Ah bon ?» Il dit « Oui ». J'ai dit « Ah ok ». Donc c'est après ça, on est revenu à Tashkent et on a vu, comme tout le monde, des réseaux sociaux à la télé, et ce qui s'est passé. Et le lendemain, on a pris notre vol pour revenir en Guinée. Donc, vous êtes à Conakry, le pouvoir a changé de main et on vous a convoqué, naturellement, comme les autres ministres. Oui, mais quand les ministres ont été convoqués, moi, je n'étais pas là. D'accord. Mais à votre retour, quand même, vous êtes passé par la case convocation. Différemment. D'accord. Il y a eu la première convocation au palais, donc on n'était pas là. Et puis après, on a convoqué, on a demandé à voir tous les ministres. Ils avaient négocié, je crois, avec le Premier ministre d'alors pour que toutes les convocations passent par lui.
Et donc, moi, j'ai été convoqué. Ouais. Le Premier ministre Kassouri. Oui, j'étais à Lomé. Bon, avant, donc, je suis resté septembre, octobre, novembre et décembre. Vous étiez à Conakry? Non, je suis allé au village. D'accord. Et j'avais le choix, je pouvais retourner d'où je viens. Mais j'ai décidé de ne plus partir. J'ai fait 30 ans à l'étranger. Je suis revenu, je suis chez moi. Je ne voulais plus partir. Donc, je suis resté au village. Ça faisait plus de 30 ans, je n'ai pas fait 2 mois, je n'ai pas fait 2 semaines. Au village. Plus de 2 semaines au village. Ouais. Donc, j'avais une opportunité d'aller me ressourcer. Ouais. Donc, je suis resté là-bas. Entre-temps, la Banque africaine m'a contacté pour un truc de consultant pour mettre en place le cadre stratégique des partenariats publics-privés. Je dis à une condition qu'on ne me demande pas de venir à Abidjan. On dit, OK, tu peux travailler à distance. Donc, je suis resté ici, je travaillais. Alors, j'ai écrit au Premier ministre d'alors. Pourquoi vous ne voulez pas aller à Abidjan? Ben, je suis chez moi, je ne veux plus partir. J'ai bourlingué, j'ai fait le tour du monde. Vous pensez que c'était lié au fait que vos documents soient saisis? Non, pas du tout. Vos comptes n'ont pas été gelés, vos documents n'ont pas été saisis? Non, j'en viens. Oui. Mes comptes ont été gelés. Et quand je suis revenu de Tashkent, j'ai tendu mon passeport diplomatique et qui a été rendu. Et puis, maintenant, je suis resté là et j'ai attendu donc septembre, octobre. En novembre, j'ai écrit, j'ai dit 3 mois, j'ai écrit au Premier ministre et au secrétaire général à la présidence pour dire, OK, moi, j'étais venu pour aider le pays. Ma mission est terminée. Mes comptes sont bloqués. Je n'ai pas de travail, un boulot ailleurs. Vous pouvez vérifier mes comptes. C'est des comptes de devises. L'argent vient de Jeddah, de ma banque à Jeddah. Et si vous vérifiez la trace, l'argent qui est dans ce compte de Jeddah vient de mon salaire de la Banque islamique de développement. Maintenant, si vous avez une quelconque question, vous pouvez me la poser. Mais sinon, j'aimerais bien que vous... Donc, c'est vous-même qui prenez la responsabilité d'écrire C'est moi qui ai écrit. Au Premier ministre et au ministre secrétaire général du gouvernement. C'est moi qui l'ai fait. Bon, je n'ai pas reçu de réponse, mais entre-temps, comme je dis, j'ai commencé à travailler avec la Banque africaine. Et je leur ai dit maintenant que j'ai repris mes fonctions, je fais de la consultation, je serai obligé d'aller et de revenir. Et s'ils ont besoin de moi, ils n'ont qu'à m'informer, je suis à leur disposition. Donc c'est comme ça que je suis parti, je suis allé à Lomé quand on m'a convoqué à la gendarmerie. Et le Premier ministre m'a transmis la convocation, je lui ai dit, écoute, je suis à Lomé, mais on m'a dit de venir, par exemple, demain. Je lui ai dit, non, je ne suis pas là, je suis à Lomé, mais je reviens le week-end. Et lundi, je me présenterai à la gendarmerie. C'est à la brigade de recherche ou à la brigade des investigations? À la brigade des investigations. D'accord. Donc, je suis venu. Et le lendemain, on m'a demandé où est mon avocat. Je dis, je n'ai pas d'avocat. Je n'ai jamais eu d'avocat. Et il me dit, non, bon, vous allez vous revenir chercher un avocat. Je dis, OK. Le lendemain, j'ai trouvé un avocat. On est allés ensemble. Bon, on m'a dit pourquoi... quel était le problème? C'est qui votre avocat? Vous avez posé trop de questions. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. D'accord, allez-y. Bref, j'ai vu les choses pour lesquelles on me convoque. Donc, ma première réaction, c'est qu'on m'accuse de quelque chose. On m'accuse de quelque chose sans une preuve. Vous accusez de quoi? De corruption, de concussion, de blanchiment d'argent, de machin. De détournement. De détournement. En fait, c'était le chef d'accusation contre tous les ministres. Mais ce n'est pas normal. Moi, ça me porte préjudice. Si une convocation comme ça se retrouve entre les mains des institutions internationales, je ne peux plus trouver du travail. Alors que ça me porte préjudice. Ça me porte préjudice. Ouais. Je préfère plutôt être convoqué pour des raisons d'investigation. Je viens et puis on me dit là, mais me dire déjà sur une convocation qui peut tomber entre les mains de n'importe qui, moi ça me porte préjudice. Quelle a été votre réaction? J'ai décidé de la jouer cool et d'aller écouter, de comprendre pourquoi on m'accuse de tout ça. Oui. Donc quand je suis venu, on a passé à l'interrogation, on m'a demandé de poser des questions et j'ai répondu. Jusqu'au moment où on m'a demandé
j'ai combien de comptes, combien je gagnais, ainsi de suite. On m'a demandé j'ai combien dans mes comptes et tout ça, et combien je gagnais. J'ai sorti mon iPad, j'ai montré mon dernier bulletin de salaire. Je n'ai pas voulu dire combien je gagnais. Ouais. J'ai dit voilà mon dernier bulletin de salaire avant de venir. Et ils m'ont posé la question de savoir qu'est-ce que je faisais ici. J'ai dit non, ce n'est pas la question, c'est qu'est-ce que je fais ici maintenant. Moi, j'ai abandonné mon travail où je gagnais 30 fois plus que ce que je gagnais ici. Je suis venu, c'est pour aider le pays. Et aujourd'hui, on m'accuse de tout ça. Et on me demande qu'est-ce que je faisais ici. À la gendarmerie? Oui, les enquêteurs. Mais donc, pour vous, la question n'est pas qu'est-ce que je fais en Guinée, mais qu'est-ce que je fais à la gendarmerie? À la gendarmerie. D'accord. Parce que moi, je n'étais pas venu pour autre chose. Je suis venu pour aider mon pays. Et c'est le président qui m'a débauché. Je n'ai pas mouillé le maillot pour dire qu'on m'a récompensé. D'accord. Alors, vous avez, on vous a demandé qu'est-ce que vous faites ici. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a redonné votre passeport? Non, finalement, bon, ils ont fait le rapport à la CRIEF. Et le rapport a été étudié par la CRIEF. Et la CRIEF a émis une note pour dire qu'on ne retient rien contre moi. Alors, vous avez parlé de mouiller le maillot à plusieurs reprises dans votre intervention. Ouais. Vous êtes venu à la suite d'un 3e mandat, oui, et qui a fait couler beaucoup de sang. Oui. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu comptable de tout ce qui est arrivé autour? Tout ce qu'on a reproché au régime Alpha Condé? Écoutez, peut-être que je faisais partie de ceux qui reprochaient au régime parce que j'aurais pu venir plus tôt. Mais encore, je vous le dis, c'est le langage du président, le gouverneur autrement, qui m'a convaincu, qui m'a dit que il y a un change de la donne. La donne est en train de changer. Et que ce président a besoin d'être supporté dans ce sens. Et parce que moi, j'aurais toujours pu, si ça ne me convenait pas, j'aurais pu partir. Je suis parti 30 ans. Je ne suis pas revenu quand les gens se battaient pour chercher des postes ici. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas cherché à le voir. Et c'était la 2e fois que je rencontrais le chef de l'État. Je l'ai rencontré une première fois, c'était à la Mecque, au mois de Ramadan, il était là-bas. Et la 2e fois, c'est 6 ans plus tard, je l'ai rencontré. Et après la 2e fois, 1 mois plus tard, il m'a nommé comme ministre. Et je tiens à préciser que les conditions dans lesquelles j'ai été nommé, le président le dit, moi, il m'a amené à cause de mes compétences, de ce que je peux apporter pour le pays, pas de mon nom, pas à cause de mon nom, de mon origine. Non, il ne connaissait rien de moi, le chef de l'État, quand il m'a nommé. Il ne connaissait rien, absolument rien de moi. C'est moi seulement qui connaissais. Il ne sait pas d'où je viens de quel village, c'est ma famille, non. Ce sont vos compétences. Ce sont mes compétences qui ont fait que je suis venu. Donc, et je le répète encore, quand un chef d'État vous appelle pour dire « viens aider ton pays », difficilement vous pouvez refuser. Quand on vous le demande, vous pouvez refuser. Comme j'ai fait, comme je ne voulais pas venir, quand je suis venu, je suis parti. Je suis parti à Dakar, j'aurais pu continuer. Mais quand j'ai eu la conversation avec lui, et j'ai compris qu'en réalité, ce qu'il voulait et ce qu'il attendait de moi, j'avais une mission claire, très claire. Et j'étais sûr que j'allais avoir les ressources pour mener à bien mes missions. Même si vous ne l'avez pas eu en 5 mois. Oui, mais oui, le temps, c'est le temps qui m'a manqué. Moi, je n'aurais pas eu besoin du budget du ministère pour dérouler mon programme. Je savais où j'allais partir, chercher les sous pour dérouler mon programme, mais je l'aurais fait. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous devenez? Aujourd'hui, qu'est-ce que je deviens? Très, très bonne question. Très, très bonne question. Vous savez, j'ai mes enfants qui vivent à l'extérieur, à l'étranger, au Canada. Ils sont nés aux États-Unis, au Canada, ils vivent là-bas. Donc, de temps en temps, ils veulent que je vienne. Et ils me disent même pourquoi je reviens en Guinée. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, etc. etc. Je dis, mais moi, c'est ici que j'ai mon cordon ombilical. Je suis ce que je suis à cause de ce pays. Je dois tout à ce pays. Donc, c'est là où j'ai mes attaches, c'est là où j'ai ma famille, la famille, la grande famille. C'est là où j'ai mes copains. Mes vrais copains, c'est ici.
Donc c'est ici que je me sens à l'aise. Avec tous les problèmes qu'on a ici, moi quand j'atterris ici à l'aéroport, je suis à l'aise. Quand j'arrive chez moi à Bamikouré, à Timbi Madina, c'est zéro stress. Donc c'est là où je me sens à l'aise. Ça c'est la première chose. Ouais. Donc je vais le rendre visite de temps en temps. Ok. Deuxièmement, je fais de la consultation avec les institutions internationales. Je prends des contrats de temps en temps. Et quand je sens que ça me fait plaisir, pas pour aller faire des consultations pour juste gagner de l'argent, mais je veux m'amuser, je veux me faire plaisir. Je vous donne un exemple. J'ai fait une revue d'un projet au Mali qu'on avait financé. J'étais là et je voulais savoir ce qu'était devenu ce projet. Donc je suis allé, j'ai fait la revue et j'étais choqué de ce que j'ai trouvé. Et à la fin, je me pose des questions. Est-ce que les institutions internationales n'ont pas échoué? Parce que sur 13-15 millions de euros investis, vous allez... j'étais dans une petite ville où on a fait une adduction d'eau et tout et tout. Il y avait une panne, la pompe était en panne depuis plus de 8 mois. Et pour 1 500 000 francs CFA, 1 500 000 francs CFA, cette communauté n'avait pas accès à de l'eau potable. J'ai demandé s'il n'y a pas d'hommes riches qui sont capables de sortir 1 500 000 acheter la pompe. Est-ce que la commune ne peut pas acheter cette pompe? Les réponses que j'ai obtenues. Donc parfois, ça m'a permis de faire regarder sur le rétroviseur, dans le rétroviseur, ce qu'on a fait. Et ça me permet aujourd'hui de voir les choses différemment. Donc je fais de la consultation. Et troisièmement, vous savez que moi je suis fils d'enseignant, d'un éducateur. Donc, en principe, dans les conditions normales, je devais être enseignant. Mais les choses ont fait que j'ai été plus qu'un enseignant. J'ai eu l'opportunité d'aller à l'université, obtenir tous mes diplômes, d'aller à l'étranger, visiter plus de 150 pays. J'ai vu ce que ça marche, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et une chose qui reste constante chez moi, j'estime pour moi que le développement de tout un pays commence par le développement du capital humain. Pour moi, c'est important. Donc là, en Guinée, j'essaie de jouer mon rôle, ce que je peux faire. J'ai construit une école dans Télimélé, un petit village, hauteur sur les montagnes, que je ne connaissais pas. J'ai vu la cabane sur Facebook. Ça m'a attiré et je me suis impliqué. J'ai fait cette école. Chez moi, à Timbi Madina, derrière les montagnes, entre nous et l'Elouma, il y a une école. Il y avait plusieurs hameaux. Aucune école. L'école la plus proche, c'est à 5 km. J'ai construit une petite école pour eux. Et donc, vous avez là, au moins aujourd'hui, 70 gosses qui vont à l'école. Et finalement, je me suis impliqué dans la gestion d'une université ici, de privé, parce que j'estime que ça rentre dans mes cordes. Et on est en train de développer de nouveaux programmes pour les étudiants. Peut-être plutôt qu'ils aillent ailleurs pour payer plus cher pour obtenir le même diplôme. On aura l'opportunité, la possibilité de les former sur place. Et ça va leur coûter moins cher. Donc vous n'êtes plus retourné à la banque? Non, j'ai décidé de ne plus y aller. En fait, j'allais, c'est pour gagner un peu plus d'argent. Et je me suis rendu compte que ça me servait à quoi? Pas grand-chose. Alors, Alpha Condé, vous parlez toujours? Oui, de temps en temps, je parle beaucoup avec lui. Et vous discutez de quoi? On discute de ma famille, on discute de ma mère, parce que ma mère est décédée, je crois, 2 semaines après le coup d'État. Bon, et les gens pensent que c'est le choc du coup d'État qui a fait que ça l'a emporté. Et lui-même, il dit qu'il regrette. Et bon, on discute beaucoup plus d'affaires personnelles. Est-ce que vous souhaitez revenir aujourd'hui dans les affaires? Qui, moi? De votre pays? Pas je le fais. Je suis en train de le faire. Comme je dis, je suis dans le secteur. Au département, à la coopération. À la coopération. Aujourd'hui, on vous fait appel. Non, je pense pas que... Je crois que j'ai fait le travail que je voulais faire au niveau de la coopération quand j'étais là. Et je n'aime pas reprendre encore ce que j'ai déjà fait. J'aurais souhaité que ça aboutisse, au moins après moi, qu'on continue à travailler dessus
Mais ça n'a pas abouti. Si je retourne, je reprends à zéro. Donc aujourd'hui, le constat, c'est quoi? C'est un constat d'échec? Non, encore une fois, pour moi, ce n'est pas un échec. J'avais démarré quelque chose. Non, pas vous spécifiquement. Le regard que vous avez sur le département aujourd'hui. Non, le regard que j'ai aujourd'hui, je crois qu'il y a une compréhension différente. Et moi, ma compréhension du ministère de la Coopération, c'est aller mobiliser les ressources à l'extérieur. C'est ça ma compréhension. C'est la coopération bilatérale et multilatérale. C'est aller vers le système des Nations Unies. Et surtout, au jour d'aujourd'hui, où nous avons besoin énormément de financement, c'est aller vers les marchés. Des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin mobilisent des milliards sur les marchés. Des milliards. Et nous, aujourd'hui, on continue à quémander au niveau des institutions de développement. Et ces financements au niveau des institutions de développement, je vous livre un secret, quand on approuve un projet aujourd'hui, c'est peut-être 4 à 5 ans. Aujourd'hui, j'ai quitté la Banque islamique, ça fait 3 ans, des projets que j'avais fait approuver en 2019, 2020. C'est tout récemment, j'ai vu les signatures, ici, en Guinée, 4 ans, 5 ans. On a quand même le programme de référence intérimaire qui a été signé à Abu Dhabi. Oui, mais avec les institutions de développement. Donc, il faut que ces institutions viennent préparer les projets. Est-ce qu'il y a des études disponibles? Préparer les projets, les faire passer au niveau de leur conseil d'administration respectif. Après, il faut la mise en vigueur, c'est-à-dire il faut que ça soit signé, que ça passe à l'Assemblée, que ça revienne chez le président, que ça aille à la Cour suprême ou je ne sais pas moi, ainsi de suite. Et généralement, dans nos pays, le processus, il prend énormément de temps. Comme je vous dis, c'est des projets qui étaient déjà approuvés quand j'étais à la Banque islamique. J'ai quitté la banque depuis 3 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas mis en œuvre ces projets. Donc, programme intérimaire ou pas programme intérimaire, je crois qu'il faut changer la donne. Il faut changer la donne. On ne peut pas continuer à faire la même chose. On l'a fait depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça ne marche pas. Quelque part, il y a un problème. La façon de coopérer, la façon de mobiliser les ressources doit systématiquement changer. Sinon, on va dire on a mobilisé 1 milliard, mais c'est après 5 ans. Disons, on cherche à financer des écoles primaires. On mobilise l'argent aujourd'hui, mais les écoles primaires ne sont construites que dans 5 ans, 6 ans. Mais vous êtes toute une génération qui est partie, qui n'est pas formée. C'est une perte énorme. Ouais. Donc, il y a cette façon de voir. Ouais. Et donc, je crois que, comme je le dis, je ne regrette pas, je ne considère pas mon passage comme étant un échec. J'avais une mission. J'ai rempli ma mission le jour où la mission s'est arrêtée. Et quand vous faites le rétroviseur, vous voyez ce que j'ai fait en 6 mois, sans un sou. Je suis fier du travail que j'ai fait là-bas. Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup. Si vous étiez ce jour aux affaires, que feriez-vous?